De partout où vous nous suivez, nous vous saluons. Merci de venir vous abreuver des analyses, des connaissances, des propositions dans votre magazine Data Market. Merci de nous avoir suivis la semaine passée où nous avons reçu pour vous le professeur Simkilo Chokabale qui a démontré l'importance de l'éducation de base dans l'entrepreneuriat. Sans éducation de base, même si tu œuvres dans une entreprise, tu seras un professionnel sans éthique, sans valeur, sans considération de l'autre, de toi-même et de ton environnement. Ce soir, nous revenons avec un nouveau programme, avec une nouvelle participante, où nous allons réfléchir sur cette question, l'entrepreneuriat. Le tout premier entrepreneur, c'est celui qui réside dans nos communautés. Vous êtes à Walungu, 45 km de Bukavu. Vous êtes à Bunia, Beni. Vous êtes au Lualaba. Vous êtes au Kasaï central. Vous êtes à Kinshasa. Vous êtes à Ngaba. Vous êtes à Matete, Lemba. Ces entrepreneurs qui font vivre la communauté. Ils vendent du pain, de la braise. Il a des têtes de bœuf. C'est un pêcheur, c'est un fermier, c'est un éleveur. Tous ces entrepreneurs qui travaillent dans leurs bénéfices, dans leurs activités, reviennent à leur communauté directe. La communauté directe n'est pas nécessairement Kinshasa. C'est les profondeurs du Mayundombe, c'est le profondeur de Idiofa. Ces entrepreneurs souvent sont laissés pour compte. Nous avons le nouveau programme de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. Mais qu'advient-il pour ces entrepreneurs qui vendent de la braise, qui ont des têtes de bœuf, qui ont des porcins, qui ont des activités maraîchères? Qu'en est-il pour eux? Les taxes, les redevances, est-ce qu'ils sont laissés pour compte? Ceux qui ont la plus grande masse financière en RDC, nous les connaissons, mais sans les citer, mais cet argent qu'ils récoltent de la RDC ne va pas dans la création de l'emploi ni du développement. Mais cette maman qui vend du pain, qui a une boulangerie, ce papa qui est à Walungu, qui a des têtes de bœuf, mais l'État ne l'accompagne pas. C'est la raison pour laquelle je reçois pour vous, dans ce magazine Data Market, partout où vous nous suivez, indépendamment de l'heure. Si vous êtes à Kinshasa, vous suivez sur Kin 24 Télévision, le lundi à 22 h juste, avec une rediffusion le mardi à 11 h juste. Jacqueline Caridas Moulamba, nous vous saluons. Bonjour, monsieur Séverin. Jacqueline, nous allons parler de cet entrepreneur oublié. Ceux qui ont les finances du pays, leur argent n'est pas dans les circuits pour la création de l'emploi ni du développement. Mais c'est cette maman maraîchère, c'est cette maman qui vend de la braise, c'est ce papa qui est à Walungu, 45 km, c'est ce papa qui est à Bunia, qui est pêcheur, qui fait vivre la communauté, mais l'État doit l'accompagner. Nous félicitons Nicole Soulou pour Makotano 5, où vous avez eu Eto, le président de la République, le président du Niger, tous ceux, je peux appeler jet set, de Kinshasa et de l'international. Félicitations à Nicole Soulou, Mapamboli Mingi, Matondo, merci parce que tu fais rayonner le Congo de Kinshasa à l'international. Mais la question, la maman qui est à Kolofuma, le papa qui est à Walungu, est-ce que l'État aussi peut en tenir compte parce qu'ils sont dans l'activité entrepreneuriale? Bien sûr qu'il doit en tenir compte, puisque justement, c'est ces personnes-là qui font vivre, comme vous disiez tout à l'heure, M. Seforien, la communauté. D'accord? Donc, si on n'en tient pas compte, on lui donne peut-être même pas le potentiel d'en faire plus. Quelquefois, les gens ont la possibilité de faire plus sans le savoir. Mais si l'État les encadre, si l'État leur facilite certaines choses, les formations pour le renforcement des capacités, éventuellement diminution de certaines taxes ou certaines tracasseries, une certaine sécurité. Vous parlez beaucoup de l'Est, vous savez qu'il y a beaucoup d'insécurité. Or, à l'Est, on a énormément de commerçants. Et ces gens-là, si on les encadre comme il faut, bah, ça fait des richesses en plus pour notre pays. Donc, c'est certain que c'est très important, Makotano,
parce qu'on doit rayonner effectivement au niveau international et ces échanges entre les communautés internationales et la RDC sont très importantes. Mais on doit imaginer qu'à ces genres de forums, justement, ces mamans qui vendent les makala ou les papas qui a ces têtes de bœuf, que ce soit à Walungu, que ce soit à Massissi ou dans les hauts plateaux des Kondelungu, n'y aura pas accès. D'abord parce que peut-être qu'il ne voit pas l'intérêt, parce qu'on ne lui a pas expliqué l'intérêt de ces échanges, ou peut-être parce que c'est trop loin pour lui, c'est trop coûteux. Vous imaginez que les transports aériens, puisqu'on n'a pas de routes chez nous, quand vous prenez de 2000 km, que ce soit de l'Est vers la Kinshasa, que ce soit vers Lubumbashi, vers Kinshasa, on tourne autour de $800 aller-retour. La personne doit se loger, il doit pouvoir payer sa participation. Cette fois-ci, je pense que ça tourne autour de $750, ce qui est normal parce qu'il y a même des forums qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Tout à fait. Mais on doit pouvoir faciliter. Et il n'y a pas que ces personnes justement qui sont dans les communautés. Si vous allez à Goma, vous avez des grands entrepreneurs. Les grands hôtels de Goma sont construits par des Congolais. Par exemple, M. Vanni, etc. C'est des gens qu'on devrait peut-être justement aller vers eux, les associer, pour qu'ils apportent un peu plus. Malheureusement, peut-être qu'on se limite trop au niveau de la capitale. Mais dans nos régions, nous avons des ressources et on ne doit pas les négliger. Vous prenez le cours, vous êtes dans votre magazine Data Market, nous recevons pour vous Jacqueline Caridas Moulamba. Est-ce que ces entrepreneurs au niveau de nos communautés reculées sont-ils délaissés pour compte dans les différents programmes du gouvernement, dans les différents forums? C'est avec notre participante de notre magazine que nous échangeons. Jacqueline Caridas, vous imaginez que nous pouvons connaître des entrepreneurs qui produisent des biens et services à Kinshasa, mais vous verrez que ces biens et services sont importés. D'ailleurs, vous avez des gens peut-être que vous connaissez qui sont dans le domaine de l'huile de palme, mais on vous fait venir de l'huile de la Malaisie. Maintenant, en tant qu'entrepreneur, quand tu as cette capacité, par exemple, de produire de l'huile de palme, mais tu vois que l'on te fait venir de l'huile de palme peut-être de moins cher qui reçoit de la subvention de ces pays-là, la Malaisie, pour concurrencer déloyalement un entrepreneur congolais qui, si l'État l'accompagne mieux, pourra offrir de l'huile de palme ou des services ou d'autres biens de première nécessité à un bon prix et de bonne qualité. Certainement. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'on a trop axé nos revenus, l'État, le gouvernement, sur les taxes. Et on doit peut-être arrêter de penser taxes, mines. On est trop là-dedans. On est dans les taxes, on est dans les mines. Qui dit importation, parce que les importations au Congo coûtent excessivement cher, malgré tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi toute la partie corruption qui est autour. On le sait très bien. Quelqu'un qui importe, comme vous dites, l'huile de la Malaisie. Au niveau de la Malaisie, peut-être que cette huile-là, elle est produite à un coût moindre que chez nous, parce qu'ils ont les infrastructures, ils ont des subventions de leur gouvernement. C'est transporté, ça arrive ici, au lieu que la personne paye, je ne sais pas moi, 1 million de frais de taxes d'importation, bon, bah, il négocie, il paye un peu plus à quelqu'un et puis ça rentre. Mais M. Pinda, qui lui, il est en train de produire l'huile de palme. Que nous saluons, M. Pinda. Voilà, et donc qui est en train de faire vivre toute une grande communauté, d'accord? Qu'est-ce qu'il a? Il a des tracasseries du matin au soir. L'inspecteur des CCI, l'inspecteur du travail, l'inspecteur, on ne le laisse pas produire suffisamment. Il ne respire pas. Voilà. Donc, il y a déjà ça, il n'a pas les infrastructures, ou les infrastructures qu'il utilise aujourd'hui, c'est lui-même qui met en place. Donc, il est quelque part étouffé. Quand il arrive ici pour écouler, qu'est-ce qu'on lui donne comme facilité? Donc, ça, c'est un exemple comme tant d'autres. Restons toujours dans les exemples. Je regarde, dernièrement, j'étais en train de me faire la réflexion et je pense que nos autorités doivent commencer à penser autrement pour faciliter, pour encourager l'entrepreneuriat. Regardez un peu ce qui se passe. Nous avons dernièrement eu énormément des bâtiments du gouvernement qui ont été construits. Il n'y a pas plus longtemps, on vient encore d'inaugurer, je crois, le ministère de l'Agriculture. C'est construit, j'ai rien contre, c'est construit généralement par qui? Par des entrepreneurs qui certes habitent au Congo, mais étrangers, dont beaucoup, dans les capitaux, rentrent chez eux. Beaucoup amènent la main-d'œuvre étrangère.
Pourtant, nous, on a quel taux de chômage sur place? D'accord? Donc, il y a déjà ça. On a construit. Et puis, maintenant, on doit meubler. Rien que les portes, toutes ces portes qu'on utilise dans la plupart des maisons ou des bâtiments aujourd'hui sont des portes importées, qui ne sont même pas en bois. C'est importé de la Chine, du Dubaï et que sais-je. D'accord? On va dans le meuble, c'est pareil. Prenez l'hôtel du gouvernement ou dans n'importe quel bureau, que ce soit de l'État ou pas, tous les meubles sont des meubles importés. Les bois, on le produit chez nous. Donc, et les bois, on sait qu'un meuble en bois est plus durable et de meilleure qualité que les meubles que nous importons, qui sont des agglomérés, qui une fois qu'ils prennent de l'eau ou bien monter une fois, vous ne pouvez pas les remonter une deuxième fois. Si vous allez dans les anciens bureaux de l'État, vous allez même retrouver des meubles en bois qui ont été construits dès l'époque de la colonisation. Tout à fait. C'est de la qualité. Parallèlement à ça, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des artisans. Si vous allez dans pas mal de quartiers, vous allez ici vers Delvaux, vous allez trouver énormément des artisans qui travaillent les bois, mais qui malheureusement ne peuvent pas produire des meubles raffinés parce qu'ils ne sont pas encadrés, ils n'ont pas eu une bonne formation et ils n'ont peut-être pas les machines. Certainement pas des bonnes machines. Pas des machines parce qu'ils le font tous à l'artisanal, à la main. Imaginons aujourd'hui si le gouvernement que nous avons décide vers Limete, par exemple, Kingabwa, il ouvre un grand complexe industriel dans lequel, par exemple, il s'est dit, OK, nous allons faire venir des maîtres ébénistes, etc., qui travaillent les bois pour former, pour renforcer la capacité de tous nos menuisiers. Professionnaliser ce domaine. Professionnaliser. Nous allons avoir des meubles de qualité, non seulement pour tous ces bureaux de l'État, mais pour vous, pour moi. Si je veux construire ma maison, au lieu d'importer ou d'acheter une porte à des prix exorbitants, parce qu'on a quand même quelques personnes, des industriels aujourd'hui, qui les font, mais à quel prix? Tout le monde ne peut pas se les permettre. Tout à fait. Mais si l'État s'y met, il ouvre cette industrie-là, il met les machines, il donne l'énergie, parce que ces machines doivent fonctionner avec l'énergie, il facilite. Tous ces jeunes qui travaillent à la main vont produire beaucoup plus. Là où il produit un meuble, parce qu'il aura les machines, il va peut-être en produire 5, 6 et il va utiliser du monde. On crée des coopératives, on va faire vivre nos communautés, l'État va pouvoir en profiter parce que ça va apporter des revenus et il y aura peut-être des taxes plus tard. Donc on doit essayer de voir autrement. L'agriculture dont vous parlez là, pour l'instant, on est dans l'agriculture vivrière. Tout à fait. Alors que dès l'époque belge, les Congos exportaient les VA, qui est les caoutchoucs. Caoutchouc, tout à fait. Il exportait les cacao, il exportait les cafés, il exportait les cotons. Aujourd'hui, on achète les pagnes au beach Gobila qui viennent de la Chine. C'est des pagnes en coton. Et pourtant, des pagnes étaient confectionnées ici. Voilà. Mais aujourd'hui, quelle est la quantité de coton qui est produit au Congo? Rien. Pourtant, on peut non seulement se servir et puis exporter. Par cette exportation, nous allons pouvoir gagner de l'argent. Donc, à un moment donné, on doit revoir notre façon de faire les choses. On doit absolument mettre des mécanismes en place et à rappeler, si vous allez vers l'Équateur ou même vers l'ancien, au Congo, je ne sais pas comment on appelle ça encore, l'ancienne province orientale, ex-province orientale ou grande province orientale ou grand Équateur, vous avez des plantations à l'abandon. Vous avez des plantations à l'abandon. Vous allez vers les Kasaï centrales. Par exemple, à Kananga, on produit à profusion de l'ananas. Aujourd'hui, on a ouvert une frontière. Et on a un poste frontière entre les Kasaï centrales, donc Kananga, et l'Angola. Tout à fait. Qu'est-ce que nous exportons vers l'Angola? Nous sommes en train d'absorber tout. Envahir vraiment. Entre les alcools de mauvaise qualité, ceci, cela. C'est vrai, ça a facilité qui concurrence notre produit est bien aussi sur place. Mais nous, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous exportons vers l'Angola? L'Angola était trop axé sur les pétroles, les diamants. Pourquoi nous ne nous sommes pas mis dans l'agriculture de manière intensive pour justement exporter vers l'Angola? L'ananas qui est produite là, elle peut être exportée, elle peut être traitée pour en faire du jus concentré, du jus frais, du jus de différentes choses, ou même des parfums. Nous avons par exemple le Bukangalonzo, on doit se le dire, ça a été l'échec total. Total. Sylvestre Ilunga Ilukamba parle
d'autosuffisance alimentaire. Est-ce que, au lieu de se lancer dans l'inconnu comme dans des projets fantômes, à la fin, vous n'avez pas des bénéfices concrets, est-ce qu'ils ne pourraient pas récupérer tous ces fermiers, ces cultivateurs, tous ceux qui travaillent déjà dans ce domaine, les encadrer pour leur donner les moyens suffisants, être productifs, atteindre l'autosuffisance alimentaire et commercialiser cela? Est-ce qu'on ne peut pas travailler, l'État ne peut pas travailler avec un pool de cultivateurs, des fermiers, des éleveurs, ceux qui sont déjà dans le domaine, et que l'État vienne les encadrer au lieu d'aller dans des projets tels que Bukangalozo de triste mémoire? Bon, un projet comme Bukangalozo, s'il avait été bien géré, s'il avait été bien étudié, n'aurait pas dû être un échec. Dans beaucoup de pays, ça existe. L'État investit dans ce genre de choses. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que je pense qu'on a déjà des gens qui sont aptes dans ces métiers d'agriculture, d'éleveurs, etc. Il vaut mieux encadrer ces personnes-là, leur donner un renforcement des capacités. Parce qu'ils ont déjà la volonté. Voilà, leur donner le renforcement des capacités, leur donner le matériel qu'il faut, créer des coopératives qui puissent travailler en synergie dans des communautés, parce que pour l'instant, l'agriculture, elle est faite de manière très empirique. Donc, ils n'ont pas ce qu'il faut, ils n'ont pas les engrais, ils n'ont pas les équipements, etc. C'est une famille avec une houe, etc. Si on leur donne des formations pour qu'ils commencent à produire de manière intensive, si on leur donne les équipements, l'outillage, on les accompagne, c'est eux, toutes ces régions, toutes ces provinces vont devenir les greniers de la République. Aujourd'hui, c'est incroyable, je l'ai dit toujours, c'est incroyable que nous puissions importer de la Chine. Imaginez combien de kilomètres c'est, des pommes de terre, de l'ail, de l'oignon, alors que nous avons un pays béni. Quand il ne pleut pas au nord, il pleut au sud. J'ai vécu, comme vous le savez, dans un pays comme le Brésil. Le Brésil est autosuffisant. Il n'importe pas. Au contraire, il exporte. Il est le premier producteur mondial du soja. Et ici, on peut produire. On a la terre pour produire le soja. On va utiliser ça dans comment on dit, la nourriture pour le bétail. Okay. Donc, un seul produit, mais qui peut servir à tout ça. On a le manioc. Aujourd'hui, quand vous avez le manioc en RDC, on n'utilise que pour faire la chikwang et le foufou. Et nous importons le blé pour faire les pains. Les Congolais aiment le pain. Partout où vous allez, même au village, tout le monde veut manger du pain. Mais est-ce que vous savez que dans d'autres pays, pas loin, je ne vais même pas retourner au Brésil, où on les fait effectivement, mais au Burkina Faso, j'ai regardé l'autre jour dans l'émission Réussite, de mon ami Robert de Boisa. On est en train de montrer quelqu'un qui, au Burkina Faso, utilise le manioc pour faire le pain. C'est vrai que c'est pas du pain. Avec le manioc, on peut faire le pain? Il ne fait pas 100% du pain à base de manioc, mais il mélange. Ça fait quoi? Il diminue son coût de production, parce qu'au lieu d'utiliser la farine de blé qui est importée 100%, il utilise une grande partie de manioc qui est produit localement. Donc on peut en faire pareil. On peut utiliser le maïs pour produire les pains. On peut utiliser la patate douce pour produire les pains. J'ai été dans différents pays où je mangeais du pain fait à base de manioc, à base de maïs, à base... Et c'est bon aussi? C'est très bon. Absolument bon. Il n'y a pas l'arrière-goût de manioc? Comme je vous dis, on fait un mélange derrière ça. Mais au moins, on utilise des produits locaux, au lieu de toujours prendre des produits qui viennent de l'extérieur. Donc, ça, c'est une chose. Donc, je disais, le renforcement des capacités, donner les outils aux personnes, les encadrer, mais aussi, comme vous le savez, puisqu'on est dans la logistique, on ne doit jamais oublier ça, les infrastructures. Cette personne qui va produire au fin fond des Bumba le riz, il va le faire venir comment? Si c'est à l'intérieur de Bumba, rien que pour arriver jusqu'à Bumba, de Bumba jusqu'à Kinshasa, ou bien répandre ça pour le reste, il va faire comment? Vous allez à Kindu, je suis née. Moi, ma grand-mère, quand j'étais petite, je n'avais jamais mangé le riz acheté au marché. Ma grand-mère produisait les riz. Mais on sait que le Maniema est une province enclavée. Quelles sont les routes pour écouler si aujourd'hui on s'est dit, OK, nous allons un sérieux problème, hein? On va promouvoir la culture du riz, l'agriculture du riz. Très bien, mais où est-ce qu'on va écouler ça? Donc ça, c'est un autre problème. C'est les infrastructures. On doit absolument y penser. C'est un ensemble. Donc, on ne peut pas aujourd'hui faire des projets au niveau du gouvernement et ne pas penser à tout ce qui tourne autour.
Si on veut y arriver, si on veut avoir du succès, il y a différentes choses qu'on doit mettre en place. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez dans le monde, le programme Sylvestre Ilunga Ilukamba est là, mais l'entrepreneur communautaire, celui qui est dans les villages, dans les territoires, dans les secteurs, c'est lui qui fait vivre sa communauté composée de 10, 20, 30 cases, celui qui permet que ceux qui travaillent avec lui, ses collaborateurs, puissent vivre. Est-ce qu'ils sont délaissés pour compte dans ce programme du gouvernement de son Excellence Sylvestre Ilunga Ilukamba? Dans votre magazine Data Market, nous recevons Jacqueline Caridas Moulamba, où nous sommes en train de pondre des réflexions permettant à créer de la lumière dans ce programme pour que des réajustements soient pris en compte, ainsi que les vrais facteurs, les vrais acteurs du développement puissent participer. Nous avons remarqué, c'est triste, que ceux qui détiennent les capitaux, les personnes qui détiennent les capitaux en RDC, ne produisent ni de l'emploi, ni le développement. Pourquoi? On ne sait pas. Mais pourtant, la maman qui a Idiofa, avec sa terre arable où il fait ses activités, il produit le pondou, le manioc, le maïs, ainsi de suite. Ce papa qui est à Walungu, à 45 km de Bukavu, propriétaire de 1000 têtes de bœufs, cette maman qui est à Bunia, eux qui donnent du travail dans leur communauté, eux qui font vivre leur communauté, mais ils ne se retrouvent pas dans ce circuit de prise en charge de l'État. Comment renforcer leurs capacités? Vous avez souligné quelque chose d'important. L'entrepreneur qui a commencé, il n'a été ni formé, il a appris dans l'État, peut-être ça s'est transmis de génération en génération. Son arrière-grand-père a passé à son grand-père a passé à son père et jusqu'à lui. L'éducation. Nous allons commencer avec un premier point, la gratuité de la scolarité. Est-ce déjà une réponse sociale de l'État à faciliter les membres de cette communauté en donnant accès à leurs enfants à la scolarité gratuite? Certainement. D'abord parce que c'est dans la Constitution, et qui dit la Constitution, nous devons y faire face, nous devons respecter. Donc c'est la première des choses. Deuxième chose, il y a des enfants qui n'ont pas le moyen, parce que dès le départ, ils vivent dans des familles défavorisées. Mais si on ne leur donne pas accès à l'éducation, qui vont devenir ces enfants? Pourtant, parmi eux, vous serez étonnés, il y aurait peut-être dans le futur des têtes pensantes, des personnes qui vont produire. Comme je vous dis, à l'Est, par exemple, la plupart des grands entrepreneurs aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont même pas étudié. Mais imaginez que ces gens avaient eu accès en plus à l'éducation. Aujourd'hui, ils font de l'argent, ils font vivre des communautés, ils font vivre... vous allez à l'hôtel IUC, Monsieur Vanni, par exemple, il emploie combien de personnes? Énormément. Monsieur Modé, il emploie beaucoup de personnes. D'accord. Donc, toutes ces personnes-là, je ne dis pas qu'eux n'ont pas étudié, mais beaucoup de personnes dont on fait référence ici, ils n'ont pas eu accès à l'éducation. Mais avec la gratuité, justement, on ouvre cette porte-là au savoir, cette porte-là à l'opportunité d'avoir accès à l'éducation. C'est très important. Aujourd'hui, pendant que je faisais campagne, vous le savez, je me suis retrouvée dans des familles où les parents me disaient « je n'ai pas assez pour faire étudier les enfants ». Donc, vous arrivez à des niveaux où les parents sont obligés de choisir. Soit ils avaient tous commencé, puis il arrive à un moment donné, il est tellement bloqué, qu'est-ce qui arrive souvent? On favorise les garçons, on laisse la fille à la maison. Pourtant, c'est un grand capital humain, la femme. C'est un très grand capital humain. Mais dès le départ, parce que les parents sont limités, on dit non, elle reste à la maison. Mais maintenant, avec la gratuité, effectivement, ça va donner accès à tout le monde. Des manières tout à fait, je dirais, générales, équitables à tout le monde, d'avoir accès. Maintenant, si on approfondit dans l'éducation maintenant, on a donné la gratuité, maintenant on doit mettre tous les mécanismes autour pour que cette éducation devienne de la qualité. Parce que nous les savons très bien que notre éducation aujourd'hui en RDC n'a plus la qualité d'antan. N'a plus du tout. Vous allez, moi je suis dans les ressources humaines, vous allez avoir un jeune diplômé ou pas jeune qui sort avec des diplômes, il est licencié, mais qui est incapable d'aligner 2 phrases en français, je l'ai toujours dit. C'est une catastrophe. Pourtant,
tous les ans, nous avons des diplômés qu'on déverse sur les marchés. Ces diplômés-là qu'on déverse, quel est le niveau? Quelle est la consistance qu'ils ont? Donc, on doit revoir. La gratuité est une chose. Maintenant, il faut approfondir. Les systèmes éducatifs tels qu'on l'a, à partir de la maternelle jusqu'à l'université, est-ce qu'on ne devrait pas revoir? On a eu les systèmes à la belge où on avait, c'est des matières en général, beaucoup de matières. Vous êtes à l'université, vous avez, je ne sais pas moi, 15 cours, 16 cours. Est-ce que les enfants arrivent à réfléchir? Ou bien ils font que du blocus? Est-ce qu'on leur donne la possibilité de réfléchir? Nous allons pouvoir construire un meilleur Congo quand nous allons avoir des gens qui sont des têtes pensantes et pas à qui on bourre le crâne avec des matières et ils n'arrivent pas, une fois qu'ils quittent l'université, à pratiquer ça. On doit aller un peu plus dans la pratique. Je vous donne un exemple. Vous allez au restaurant, vous allez trouver un serveur ou une serveuse qui est incapable d'ouvrir une bouteille de vin. Ça m'est déjà arrivé. Je m'arrête, je lui pose la question, est-ce que vous avez fait l'hôtellerie? Elle me dit oui. Alors, quand on a fait l'hôtellerie, comment on ne peut ne pas savoir ouvrir une simple bouteille de vin? Ou de savoir tenir un plateau correctement? Vous nous prenez de court, partout où vous nous suivez, indépendant de l'heure. Nous recevons pour vous Jacqueline Caridas Moulamba, avec qui nous sommes en train de parler. Est-ce que ces entrepreneurs, au niveau de nos communautés éloignées, sont délaissés pour compte par le gouvernement? Sinon, comment les intégrer pour mieux faire avancer le développement de la communauté? Parce que nous avons constaté que la plupart de ceux qui détiennent les finances de la RDC n'emploient pas ces finances pour créer des emplois ni impulser le développement. Or, ce sont ces personnes qui sont dans les milieux reculés, ces entrepreneurs qui sont dans le Mayindom, qui sont au Lualaba, qui sont à Djouma, Féchi, qui sont à Paikongila, qui sont à Bongandanga, qui font vivre leur communauté. Mais ils ne se retrouvent pas dans les circuits. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'échanger avec Jacqueline Caridas Moulamba. Nous étions sur le point de l'éducation. Vous êtes dans un restaurant, on doit vous servir du vin par une jeune dame. Vous constatez que cette jeune dame qui travaille dans l'hôtellerie, qui travaille au restaurant, ne sait pas ouvrir une bouteille de vin. Vous constatez, comme vous le dites, la qualité de la formation laisse à désirer parce qu'elle n'a pas eu à faire des exercices pratiques. Elle n'a reçu que la théorie, mais la partie pratique, on devait déboucher une bouteille de vin, elle n'a pas appris. Oui, nous parlons de la gratuité. La gratuité n'est pas une invention du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba. Dans ce pays, peut-être Sylvestre Ilunga Ilukamba bénéficiait de la gratuité de l'enseignement jusqu'à l'université. Parce que tous ces grands dignitaires, Kengo, Mobutu, Tshisekedi, qui vous voulez, jusqu'aux années 70, 80, ont bénéficié de l'enseignement gratuit jusqu'à l'université. D'ailleurs, ils étaient payés avec des bourses pour étudier. Donc, on leur payait pour étudier. Mais aujourd'hui, ça pose problème. Est-ce que vous le pensez que nous pouvons retrouver ce gap, combler ce gap? Bien sûr que ce serait possible. Probablement, les premières années vont être difficiles parce qu'on répare de nulle part avec éventuellement des caisses de l'État qui ne sont pas du tout renflouées. Et donc, ça va prendre du temps. Donc, il faut un peu de patience. Ce que je remarque, c'est malheureusement, nous les Congolais, on aime trop critiquer. Nous apportons très peu de solutions, mais nous critiquons. Beaucoup de gens avaient dit dès le départ, quand le président Félix avait parlé de la gratuité au début de son mandat, les gens ont rigolé. Ils ont dit il sera impossible, mais il l'a fait. Donc aujourd'hui, moi je me rends compte que par exemple, beaucoup de gens que j'avais rencontrés, je connais en cours de route, qui jusqu'au fin août étaient en train de pleurer sans savoir comment ils allaient payer l'école des enfants. Aujourd'hui, ce sont des familles qui respirent, ça leur donne l'opportunité maintenant d'investir dans autre chose. Bon, on était en train de parler de la gratuité, donc les enfants ne payent pas l'école, les enseignants ou les corps enseignants
leur salaire est assuré. Prise en charge par l'État. Mais il y a aussi les frais de fonctionnement dans les écoles. Oui, du frais de fonctionnement. Les frais de fonctionnement, je pense que l'État doit aussi prendre ça en charge parce que dès l'instant où il prend la gratuité, il y a toute la partie des prises en charge qui doit suivre. Bien entendu, ça va au départ pas être facile, mais je pense qu'il y a des tas de mécanismes qu'il y a moyen de mettre en place. Ces mécanismes, justement, c'est arriver à créer de l'emploi au maximum. On a l'impression que c'est du chinois ou quelque chose d'extraordinaire quand on dit créer des emplois. Je vous ai donné l'exemple. Si on crée un centre industriel, rien que pour la menuiserie, oui. Vous savez combien de personnes nous allons employer? Et nous pourrons même exporter ces meubles-là par la suite. Parce que c'est des meubles, aujourd'hui quand vous allez dans des showrooms dans le monde entier, vous allez trouver des meubles qui viennent de la Thaïlande. Pourquoi est-ce que, et même ici, vous allez trouver dans certains showrooms, vous allez en trouver. Pourquoi est-ce que c'est exporté? Parce qu'ils arrivent à produire de la qualité. Si nous produisons de la qualité, nous allons exporter. Qui dit exporter veut dire faire rentrer de l'argent. Malheureusement, on est trop, comme on le sait, trop focalisé, comme je disais tout à l'heure, sur les taxes et les mines. Mais on a tellement d'autres potentiels dans ces pays. Je vous ai parlé de l'agriculture non vivrière qui peut ramener énormément parce que dans une grande plantation, vous imaginez le nombre de personnes. C'est toute une communauté. Aujourd'hui, on a la ville de Kinshasa qui est plus qu'étouffée. Pourquoi? Parce que la population a augmenté à une vitesse incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande exode rurale. Les jeunes qui étaient dans les villages ou dans les provinces ne voient plus comment continuer à vivre parce qu'il n'y a pas de l'emploi, parce qu'il n'y a pas l'agriculture telle qu'ils les faisaient avant. Ils pouvaient travailler dans des plantations. Il n'y en a plus. Donc tous ces jeunes aujourd'hui, vous allez vous retrouver, ils sont tous ici en ville. Soit ils font wewa, soit ils sont devenus des fichégés, etc., etc. Donc tout ça, c'est comment diversifier notre économie. Si on diversifie notre économie, on va avoir suffisamment de recettes. Diversifier notre économie pour avoir suffisamment de recettes, c'est bien dit, Jacqueline Caridas Moulamba. Notre pays est un pays chaleureux, accueillant. Nous traitons les étrangers comme nous-mêmes. Peut-être les étrangers ont plus de droits que même les Congolais. Malheureusement. Donc, nous ne sommes pas xénophobes hein, comme en Afrique du Sud. Par exemple, vous êtes dans les Bas-Congo, qu'on appelle actuellement Congo central. Là, la capacité de faire de l'huile palmiste. Et vous avez même des étrangers qui font cette huile-là avec plus de moyens, qui vous viennent de loin. Mais je me dis, si un étranger que nous accueillons à bras ouverts trouve l'opportunité de venir investir, il quitte chez lui, que ce soit la Chine, que ce soit le Liban, pour venir investir dans lui, ils créent leur entreprise, ils emploient des Congolais. Ils trouvent un marché. Mais pourquoi nous, les producteurs de cette huile, nous ne savons pas investir comme eux, trouver un marché, créer des capitaux? Je pense que c'est une histoire des cultures. Comme je vous disais, vous allez à l'est de la RDC, on le sait. La communauté Nandé en général, c'est une communauté très commerçante. Tout à fait. Et elle travaille dur, etc. Et elle produit pas mal. D'accord. D'ailleurs, beaucoup justement de nos amis étrangers qui constituent une grande communauté ici, que ce soit des Libanais, des Indiens, des Indo-Pakistanais ou des Chinois, ont quelque part du mal à envahir les marchés des Nandais quand vous allez vers Beni, Butembo, etc. Parce que ces gens sont unis et ils travaillent dur et ils ont cette culture de produire. Ils construisent même des universités. Exactement, des grands hôtels, comme je disais à Goma. Ce n'est pas des hôtels faits par des étrangers, c'est par des locaux. Donc c'est une certaine culture. Et cette façon de voir des choses, on revient à l'éducation. Il y a moyen d'éduquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Si nous rentrons un peu plus loin, après pendant la colonisation, toutes ces grandes plantations dont je parle là étaient des propriétés des Blancs. D'accord? Aujourd'hui, j'ai vu des gens critiquer l'Afrique du Sud par rapport à la manière dont Nelson Mandela a fait la transition. Il n'y a jamais de miracles, il y a des bons et il y a des mauvais. Mais si nous restons chez nous, ou si nous allons voir au Zimbabwe avec ce que M. Mugabe a fait,
alors que M. Mobutu, le président Mobutu chez nous, a reconnu que la zarénisation a été une grande catastrophe. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, quelqu'un qui n'était pas formé à diriger, à gérer, lui, il voyait juste le blanc qui, le soir, s'aimait à boire son whisky et à fumer son cigare. Et il pense que c'est ça, être propriétaire des plantations. Vous lui donnez du jour au lendemain des plantations. Les premières années, il continue à produire. Mais il oublie que les Blancs, lui, ils produisaient, ils réinvestissaient. Chez nous, on produit, on mange tout. Donc c'est toute une histoire des cultures. Nos amis qui viennent aujourd'hui investir en RDC, comme vous l'avez dit, c'est des gens qui ont une culture des commerçants, etc. Donc nous devons réinvestir dans la culture de notre population. Ils ont ces potentiels. Le peuple congolais n'est pas un peuple paresseux. C'est juste une question de culture. On doit rééduquer les gens. Pourquoi est-ce que la grande sucrière, jusqu'à aujourd'hui, est dans une famille belge? La grande sucrière de Kulungongo. C'est la seule qui est grande quand on prend toute la partie ouest du pays. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres familles congolaises qui sont capables d'investir là-dedans? Comme vous dites, ceux qui ont l'argent n'investissent pas nécessairement dans le pays. C'est des gens qui ils ont des maisons, certes, des immeubles, ou ici ou ailleurs, mais créer de l'emploi, investir dans la production, ils n'y sont pas. Pourtant, ils ont le pouvoir en termes d'achat. Ils ont le pouvoir en termes d'argent. Donc, c'est une histoire d'éducation. Je pense qu'on doit rééduquer. On doit absolument rééduquer notre population. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance à la capacité de la RDC, des autorités, du gouvernement, du système congolais, à veiller sur leurs intérêts, à veiller sur leur argent. Ils disent... je ne veux pas le citer, nous avons eu certains patrons faire des fêtes de leurs filles pendant 3 semaines en privatisant des hôtels 5 étoiles en RDC. Vous le voyez, vous savez qu'ils ont la capacité financière à faire des entreprises. Ils ne veulent pas, ils se disent que l'État congolais ne sécurise pas. Ils ne veulent pas que demain, ils font faillite. La question que je me pose, cette personne-là, je ne sais pas qui c'est, cette personne-là qui fait une fête et qui loue des grands hôtels 5 étoiles ici à la capitale pendant 3 semaines parce qu'il fait la fête de sa fille ou de son fils, peu importe pour quelle raison, d'accord? Il dit l'État congolais ne sécurise pas. Peut-être nous première des questions, on se pose la question, d'où vient sa richesse? On devrait commencer par là. Cette richesse, il l'a eue. En travaillant, bien sûr. En travaillant, très bien. En travaillant. Il a travaillé. Il a travaillé où? À l'étranger ou en RDC? Que ce soit à l'étranger ou ici, mais... Bon, il a travaillé. Oui, il a travaillé. Soit il a travaillé en RDC, d'accord? C'est ces pays-là qui lui a permis de gagner cet argent. Et il n'est pas capable de réinvestir dans ces pays. Donc là, c'est un problème de rédavabilité. Sous prétexte que ces pays où le gouvernement ne les rassure pas. Donc le gouvernement rassure les étrangers et il ne rassure pas ses propres citoyens quand il crée de l'emploi. S'il est déjà à ce niveau, c'est qu'il a suffisamment de pouvoir, que ce soit en termes d'argent et pouvoir, comme on le sait, dans les relations. Est-ce qu'il n'a pas la capacité d'aller négocier avec son gouvernement? De dire, voilà, moi je mets sur la table autant j'ai envie de créer, facilitez-moi. Parce qu'on sait aussi, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de nos amis qui viennent de l'étranger, pour avoir accès à certains marchés, ils payent des dessous des tables. Ça, ce n'est pas une invention. On le sait. Là où vous allez trimer pour arriver à avoir un document, quelqu'un d'autre va arriver, il paie les dessous de table, on lui donne les documents avec facilité. On le sait, on a critiqué la FPI qui est censée motiver les gens qui veulent créer de l'emploi parce qu'il peut donner des fonds, il peut donner des emprunts, etc. À qui il les donne? Déjà, pour avoir le directeur général de la FPI dans une émission, c'est tout un problème, hein, je le dis. C'est bien dommage. Je pense que vous pouvez écrire pour avoir une émission avec le directeur général. On doit revoir ça. Donc, le service de communication savent, mais ils ne passent pas. On a des institutions que le gouvernement a mis en place. C'est pour aider la population à produire et donc automatiquement aider les gouvernements. Si ces personnes qui sont nommés par les gouvernements n'aident pas ces gouvernements-là, je suis désolée. Il appartient au gouvernement de prendre des décisions qui s'y rapportent.
On ne peut pas mettre des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues et qui ne produisent pas. Ça, c'est ce que je voudrais bien rappeler justement au gouvernement de M. Ilunga. Il doit donner des objectifs à chaque ministère à atteindre. Chaque ministère ne doit pas, il vient, il s'installe, il commence à travailler. Non, il doit avoir des objectifs. Et ces objectifs, parce que je sais qu'on l'a beaucoup critiqué parce qu'il n'y avait pas des chiffres, mais ils viennent d'arriver. Quels sont les chiffres qu'il a trouvés? Je ne sais pas, pour qu'il commence à chiffrer. En tant que professeur, il est réaliste, il est honnête. On doit lui laisser le temps d'analyser, parce qu'il faut une audit. Des sécurités. L'audit, ce n'est pas nécessairement l'argent. Qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Les statistiques. Les statistiques. Est-ce que les statistiques produites aujourd'hui par notre Institut des statistiques, est-ce qu'ils sont véritables? Jacqueline Caridas, nous prenons la dernière ligne droite de notre émission. Nous avons appris, nous y sommes, le gouvernement Sylvestre, 66 membres, 11 femmes, parité, on devait atteindre 30% dans les institutions, mais ça fait 17. Selon toi, bon ou pas bon? Et déjà, quand vous avez Mme Akassia à l'économie, vous avez aussi une grande dame au ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce que ça vous donne, qu'est-ce que ça vous fait comme impression? Bon, déjà quand on dit on devait atteindre 30%, ça c'était, je pense, l'objectif que le président avait voulu. D'accord. Mais en réalité, dans notre constitution, on ne parle pas de 30%, on parle de la parité. On a tous été à l'école. Quand on parle de parité, ça veut dire quoi? Moitié-moitié. Win-win. 50 pour vous les hommes, 50 pour nous les femmes. On n'y est pas. OK. Soit on s'est dit on va aller devait en avoir 33 de chaque. Ça, c'est la logique des choses. Ça, c'est la logique. C'est ce qui est couché dans notre constitution. Vous pouvez déjà vous satisfaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On ne doit pas se satisfaire quand on n'a pas atteint ce qui devrait être atteint. On ne doit pas se croiser les bras. On n'est pas satisfait. On dit merci au nouveau gouvernement parce qu'on a dépassé un peu les limites. On nous cantonnait toujours dans les 10, 30, 13. Je crois que Matata Ponyo était arrivé à un moment donné à un 14, à un presque 15. Là, on n'est même pas à 17, on est à 18 en réalité en faisant les calculs. Mais ce n'est pas encore ça. On n'est même pas à un quart. Un quart aurait voulu que s'il y ait 25%. On n'est pas là. Donc, on a encore du chemin à faire. Et on est un grand pays. On devait montrer l'exemple. On a plein de pays autour de nous qui ont signé le protocole de Maputo, qui ont couché dans leur constitution la parité et qui y sont arrivés. Pourquoi nous, on a du mal? Pourquoi est-ce que c'est un problème? Comme si on n'avait pas de femmes compétentes. Mais là, maintenant, on quitte ce qu'on pouvait appeler figuratif. Maintenant, vous avez des femmes à l'économie. Exactement. Donc, quand vous verrez Mme Akassia dans son palmarès, elle a occupé les mêmes fonctions que le professeur Mabimou Lumba, par exemple. Oui, c'est là où on s'est dit, OK, c'est vrai, on n'a pas atteint les 30 que le président nous a promis. Ça, ce n'est que du gouvernement central. Parce que dans tous les gouvernements provinciaux, on est dans les 10%. À part les gouverneurs Nzanzu du Nord Kivu qui a atteint 30%, sur 10 personnes, sur 10 ministres, il a nommé 3 femmes. Sans compter que son adjoint, c'est une femme. Okay? Mais tous les autres, ça a été autour de 10%. C'est une honte. C'est une honte. Mais déjà, il faut se satisfaire, Jacqueline Caridas. Non, on ne peut pas toujours avoir ce qu'on recherche. Non, justement, c'est là où je ne suis pas d'accord. Pourquoi se satisfaire du peu, comme si c'était une faveur qu'on nous fait? Le combat, c'est un processus. C'est un processus, mais ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une faveur, parce que quand c'est dans la Constitution, on doit avoir ce qu'il y a. Par exemple, quand moi je vois Akassia, Mme Akassia, être ministre de l'économie, je me dis, waouh, c'est fabuleux. Le professeur Mabimou Lumba était ministre de l'économie dans ce pays. Oui. Akassia aussi, ministre, je me dis, waouh, le Congo avance. Ça avance, mais quel est le pourcentage? Vous nous parliez de la parité, n'est-ce pas? Je vous dis, je suis très contente. Je suis très contente que pour une fois, on mette des femmes à l'économie, aux affaires étrangères, au plan. C'est magnifique et nous soutenons ces femmes-là. Peut-être qui sait demain, nous aimerons que ces femmes-là une femme présidente de la République. Plus que ce que les hommes ont fait. On espère qu'on aura des femmes gouverneurs, qu'on aura des femmes premiers ministres, qu'on aura une femme présidente dans ces pays. On espère. Et nous, on n'est pas satisfait. Parce que si on est satisfait, ça veut dire qu'on se croise les bras, on se contente. On ne doit pas être dans le contentement. On doit continuer à se battre pour avoir plus. Parce que je suis persuadée que les femmes ont beaucoup à apporter dans ces pays.
Si vous allez dans les secteurs privés, il y a énormément de femmes qui occupent des grandes fonctions. Mais pour ceux qui passent dans les réseaux sociaux, qui disent que donner de tels postes de responsabilité à la femme, ce n'était pas encore le temps. Et ce sera quand les temps? Excusez-moi. Est-ce que la femme est compétente, à la capacité d'affronter? Est-ce qu'il n'y a pas ça c'est très drôle, ça. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas trop de pression. Stress? Ce n'est pas des challenges. Attendez, parce que quand on lit certains tweets, je suis une femme. Certaines questions, certaines réflexions sur les réseaux sociaux, sur les nets. Ça, c'est la mentalité. Trop limitée. D'accord? Vous et moi, si on venait d'une même famille, à supposer qu'on est frères et sœurs, on nous donne la même éducation, on va à l'université, vous avez été à l'université. Quand vous regardez à l'université, la plupart du temps, qui sont meilleures? Ce sont les filles. Elles sont beaucoup plus appliquées. Non seulement quand vous allez dans le home, moi j'ai eu beaucoup d'oncles qui ont étudié, dans le home, ce sont les filles qui font encore à manger pour leurs frères, etc., ou leurs petits chéris. D'accord? Donc, elles étudient, les notes, elles repassent leur syllabus aux autres, donc elles sont très bonnes. Aujourd'hui, quand on va sur le marché du travail, vous et moi, nous travaillons, n'est-ce pas? Vous, quand vous avez fini votre journée, vous avez terminé. Moi, en tant que femme, quand j'ai fini ma journée, je n'ai pas fini. Je vais rentrer chez moi, que j'ai une aide ménagère ou pas, je vais quand même m'occuper, je vais quand même regarder est-ce que ma maison est propre, est-ce que la nourriture a été faite à temps, est-ce que je dois aller faire il reste quelques poussières de secondes pour mettre fin à nos échanges. J'ai dit que la femme, elle est très compétente. Les gens qui disent que la femme doit montrer ses compétences ou bien sa méritocratie, j'ai dit que c'est de la bêtise. Ça veut dire que nous pensons qu'une femme est d'office moins intelligente qu'un homme. Et ça, c'est vraiment de la bêtise. Je ne cautionne pas du tout ça. Je pense qu'il y a des femmes très intelligentes et très capables et qui sont très bonnes gestionnaires. Jacqueline Caridas. On est dans les mandateurs bientôt là. J'espère que le gouvernement qui s'est mis en place, on va penser à compenser ces manques-là dans les mandats, qu'on donnera plus de mandats aux femmes. Jacqueline Caridas, en 2 minutes, qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce magazine Data Market? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Bon, nous remercions le président et le nouveau gouvernement qui s'est mis en place. Nous espérons qu'ils vont travailler dur pour relever, parce que les défis à relever sont très importants, sont très nombreux, et ils ne doivent pas négliger justement tous les petits producteurs, tous les petits entrepreneurs, parce que c'est eux qui constituent l'économie de ces pays. Il faut le promouvoir pour qu'ils arrivent à devenir des grands entrepreneurs, par le renforcement des capacités dans les formations. Et il faut revoir au niveau éducation, remettre les choses en place. J'ai oublié quelque chose de très important. On produit énormément des jeunes diplômés en droit, en économie, des juristes, et des médecins, etc., etc. Mais on oublie des fois de former dans tout ce qui est pratique. On est un pays à potentiel minier très important. Mais est-ce qu'on n'a jamais essayé de penser qu'on doit créer une école de géméologie, une école spécialisée pour aller justement dans les topographies, chercher là où il y a des mines, etc., etc. On n'y pense même pas, ça n'existe même pas. C'est incroyable. C'est simplement incroyable. Donc on doit revoir notre système éducatif, c'est qu'on doit remettre en place. Cette année, peut-être trop tard, mais l'année prochaine, on doit y penser. Très chers téléspectateurs de partout où vous nous avez suivis, nous avons reçu pour vous Jacqueline Caridas Moulamba. Nous avons parlé de cette problématique, de ces acteurs, ces entrepreneurs qui sont dans les milieux reculés de la République démocratique du Congo, qui sont les viviers qui font vivre leur communauté, mais comment l'État peut venir à l'aide à ces entrepreneurs pour mieux faire, améliorer leurs capacités, parce que la plupart de ceux qui ont les moyens, les finances conséquents, n'emploient pas leurs finances à créer de l'emploi, ni créer le développement adéquat pour la RDC Congo, la RD Congo. Et il y a un autre point. Nous félicitons et remercions le président de la République pour les femmes au gouvernement, ces femmes qui occupent des postes de responsabilité qui nous honorent. Nous soutenons Acacia, nous soutenons toutes les femmes qui sont au gouvernement. La compétence n'a pas de sexe. Cessons les préjugés. Soutenons ces femmes, ce sont nos sœurs. Si elles réussissent, c'est nous, Congolais, qui réussissons. Si ces femmes aussi ont besoin de l'aide de n'importe qui dans la société, soyez disponibles pour eux.
Parce que la femme qui réussit au ministère de l'économie, c'est le Congo qui va de l'avant. La femme qui réussit au ministère des Affaires étrangères, c'est le Congo qui va de l'avant. Toutes ces femmes ont le soutien de la République démocratique du Congo. Jacqueline Caridas, un grand merci. Merci beaucoup. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. J'espère que non. Merci de nous avoir suivis partout. Vous nous avez suivis en République démocratique du Congo. Vous nous avez raté ce lundi à 22h juste sur Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa. Rattrapez-vous le mardi à 11h juste et suivez-nous à volonté sur toutes les plateformes Internet liées à ce programme Data Market. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.